Salut tout le monde, bienvenue pour cette première review de pay-per-view made by ANT Catch. Je suis votre host, votre toast, je suis votre toast ANT. Et du coup aujourd'hui nous allons parler de AEW Double or Nothing 2020. Juste pour établir quelques règles, quand je ferai des reviews de pay-per-view, je noterai tous les matchs sur 5 et je donnerai une note sur 10 à un pay-per-view. J'aime beaucoup les notes. Je ne noterai pas en lettres déjà parce que ça serait trop proche de ce que fait Link the Sun. Et ensuite parce que je n'aime pas trop ces notations là. J'aime pas trop les notations en lettres dans le sens où mettre des A-, des A+, des B-, des B+. Bah voilà, c'est... Je sais pas, moi c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Donc je préfère faire des notes sur 5. Ça revient plus ou moins au même mais c'est un style que je préfère. Je donnerai également une note sur 5 à chaque catcheur à chaque fois. Chaque catcheur dans chaque match, sauf les 1 contre 1. Les 1 contre 1, je ne pense pas que je donnerai de note sur 5 à un catcheur. Par exemple, dans Double or Nothing, là on parlera du Casino Ladder Match et du match Inner Circle contre l'Elite. Là par exemple, comme ils sont vraiment nombreux à chaque fois, je noterai chaque catcheur sur 5. Par contre, les matchs en 1 contre 1, je noterai pas les catcheurs sur 5. Sauf peut-être plus tard je changerai peut-être d'idée, mais pour l'instant c'est ce qui est prévu. Alors si jamais je continue de faire ces vidéos assez régulièrement, à la fin d'année je ferai également une grosse review de mes catcheurs préférés de l'année 2020, peut-être de ceux que j'ai moins aimés également. Et je ne ferai pas comme Link the Sun encore une fois à mettre des notes à chaque catcheur parce que j'estime que tu peux pas mettre de notes sur tout à un catcheur. C'est très difficile, ou alors il faut vraiment que tu passes tout ton temps à noter les catcheurs, que ce soit leur qualité dans les matchs, leur synergie avec leurs adversaires en général, leurs promos, les circonstances, c'est-à-dire qu'un catcheur par exemple qui a perdu un membre de sa famille, on peut comprendre que ça aille un peu moins bien. Les choses qui sont pas forcément liées, par exemple, qui sont pas forcément liées au catch, comme par exemple le fait que Becky Lynch tombe enceinte, alors vous allez me dire c'est une circonstance certes, mais quand même, je trouve que c'est des choses qu'on peut pas noter. C'est pour ça que quand je ferai mes tops, je ferai des tops purement personnels. Je ne noterai pas je ne prends pas les notes que je donne pour le catcheur pour dire est-ce que ça a été le catcheur de l'année ou pas. Un catcheur qui a fait que d'excellents matchs peut se retrouver parmi les pires catcheurs de l'année. Par exemple en 2019, Brock Lesnar avait fait peu de matchs, mais la plupart étaient quand même excellents. Et pourtant Brock Lesnar, je suis désolé, ça reste un des catcheurs que j'aime le moins, par exemple. Je ne peux pas donner une excellente note à un catcheur qui ne la mérite, à un catcheur qui certes la mérite, mais qui ne mérite pas d'être parmi les meilleurs catcheurs. Cette intro était beaucoup trop longue et je sais que pour avoir déjà fait des reviews de catch sur d'autres chaînes, je sais que clairement c'est mon gros point faible, donc je vais essayer d'aller assez vite quand même. Et je dis je vais essayer d'aller assez vite, mais je pense que ça va être très long. Donc, commençons par le commencement avec le buy-in, ce que la AEW appelle le pré-show. Enfin non, ce que la AEW appelle le buy-in, c'est-à-dire le pré-show du show. Et nous avons eu les Best Friends contre Private Party. Donc Chuck Taylor et Trent des Best Friends contre Isaiah Cassidy et Mark Quinn des Private Party. Alors, il n'y a pas eu de surprise sur ce match, bien sûr c'est les Best Friends qui ont gagné. Encore une fois, aucune surprise dans le sens où c'est vraiment des catcheurs pendant le confinement qui ont été tellement mis en avant, qui se sont tellement impliqués. Ils ont clairement été parmi les catcheurs les plus mis en avant, notamment avec Orange Cassidy, dont je parlerai bien plus tard. Et c'est aucune surprise. Le match était très bon, il n'y a pas de souci, mais je n'irai pas beaucoup plus loin dans le sens où vraiment on savait que les Best Friends gagneraient ce match et c'était totalement mérité. La victoire des Best Friends. Ensuite, du coup, nous avons le Casino Ladder Match entre Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Joey Janela, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus et un adversaire mystère. Alors, le match... Ah oui, j'ai oublié de donner ma note sur 5, ça commence bien. Ma note sur 5 pour le match des Best Friends contre Private Party, je leur mets un 3. 3 sur 5. Du coup, le Casino Ladder Match. Alors, le Casino Ladder Match, je vous le dis d'avance, pour le match en lui-même, après je reviendrai sur chaque participant. Le Casino Ladder Match, je lui ai mis un 3,5. Alors, ça fait pas énorme, je sais, mais très sincèrement, pour un Ladder Match, je l'ai pas trouvé excellent en fait. J'ai trouvé le match excellent pour un match, mais pas pour un match de l'échelle. C'est ça en fait aussi que je veux. C'est pour ça aussi que je suis un peu dur dans ma note sur 5. C'est que il y a noté un match et noté un match par rapport à son type de match. Et le match était excellent. Mais pour un match de l'échelle, il était très bon sans plus. C'est-à-dire que par exemple, si je notais ce match comme un match tout court, il serait au-dessus du 5 sur 5.
parce qu'on ne peut pas comparer ce match à un 1 contre 1. Donc le Casino Ladder Match, c'était un match où il fallait décrocher un jeton qui te donnerait une opportunité au titre mondial de la W. Et je n'irai pas dans les détails du match, encore une fois, parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Mais je vais revenir sur chaque catcheur. Alors en commençant par Darby Allin. Alors Darby Allin, j'ai été un peu déçu par Darby Allin. Franchement, je lui ai mis 2,5 sur 5. C'est très moyen. Parce que franchement, il a eu des beaux spots, mais Darby Allin, que ces derniers mois, il a vraiment eu beaucoup de moments excellents. Et là, vraiment, j'ai trouvé qu'il était ultra en retrait dans ce match. Ça a été l'un des catcheurs pour moi les plus en retrait. Alors qu'à l'inverse, ça aurait dû être... c'était un des favoris. C'était pour moi l'un des favoris, pour moi et pour beaucoup l'un des favoris. Presque tous ceux que j'ai vus ont mis Darby Allin comme l'un de leurs favoris. Et franchement, j'ai pas senti favori dans ce match. J'ai eu beaucoup de mal avec Darby Allin dans le match, et c'est clairement... c'est peut-être le catcheur qui a le moins brillé du match. Encore une fois, Darby Allin, quand on voit l'implication qu'il a eue, même avant le confinement, par exemple, je repense à Révolution quand il affrontait Sammy Guevara, où le match excellent, où vraiment Darby Allin me semblait être parti pour partir jusqu'aux cieux. Bah là, Darby Allin, vraiment, j'ai eu un peu de mal. Colt Cabana, Colt Cabana, il a pas été très important, mais en même temps, c'est pareil, Colt Cabana, il a pas... c'était pas un des favoris non plus. Disons que Colt Cabana, il a été après comme on s'y attendait. Il a fait un peu de comedy wrestling, un petit peu avec Orange Cassidy. Il y a eu un spot que j'ai bien aimé avec Colt Cabana, c'est un moment où il chute de l'échelle. Et je sais pas si c'était un fail ou pas, mais il essayait de rester accroché à l'échelle, malgré le fait qu'elle soit tombée. Et c'était plutôt fun. Franchement, j'ai bien aimé ce moment de Colt Cabana. Mais honnêtement, à ce moment-là, j'ai rien à dire. Orange Cassidy, oh putain, Orange Cassidy. Donc Colt Cabana, je l'ai pas dit, mais j'ai pas encore l'habitude. Colt Cabana, je lui ai du coup mis un 2,5 sur 5 aussi. Orange Cassidy, alors lui, je lui mets un 4. Non mais Orange Cassidy, je lui mets un 4. C'est pas possible. Orange Cassidy est incroyable. C'est franchement un de mes catcheurs préférés de la WWE. Et je suis très déçu qu'il ait pas gagné le match. Parce que Orange Cassidy, ce mec est incroyable. Orange Cassidy, c'est vraiment l'un des trucs les plus drôles qu'on ait eu ces dernières années dans le catch. Orange Cassidy et sa flemme légendaire. Orange Cassidy qui arrive sur le ring. Bon, déjà, il arrive à sa manière, en rampant quasiment. Il met l'échelle au sol, mais il l'ouvre pas, il la laisse fermer. Il monte dessus, normal. Il essaye d'attraper le jeton comme ça. C'était beaucoup trop drôle. Orange Cassidy qui a fait ses... alors comment ils appellent ça, les kick of doom, je crois. Ses coups de pied de flemme sur les membres d'SCU. Ça marche toujours autant. Les coups de pied d'Orange Cassidy, c'est incroyable. Je connais Orange Cassidy depuis Double or Nothing 2019, c'était donc un an que je connais Orange Cassidy. Et c'est vraiment un gars qui en un an m'a jamais lassé quoi. Je n'arrive pas à me lasser de ce gag. Donc Orange Cassidy 4 sur 5. Joey Janela 3,5 sur 5. Très surpris parce que Joey Janela n'était, si je dis pas de conneries, pas prévu pour être dans le match. C'est lui qui remplacerait Ray Phoenix, si je me souviens bien, c'est Ray Phoenix qui s'est blessé. Et Joey Janela, j'ai adoré. Alors je pense d'ailleurs que les spots de Joey Janela sont après ceux qui étaient prévus pour Ray Phoenix. Joey Janela, vraiment, j'ai beaucoup aimé son entrée très style John Moxley, c'est-à-dire par l'entrée du public, mais lui en mode un peu surprise. Il a été très intelligent, Joey Janela, il a eu des bons spots. J'ai pas de spot mémorable avec Janela, mais si ce n'est peut-être son entrée justement, où vraiment il a été très intelligent, Joey Janela. Donc Joey Janela 3,5 sur 5. Kip Sabian 3 sur 5. Il a pas été aussi effacé que Darby Allin, mais Kip Sabian, à part le fait qu'il ait eu Penelope Ford dans son coin, il m'a pas marqué. J'ai bien aimé justement son petit face-off avec Orange Cassidy, où Orange Cassidy a essayé de lui casser le doigt. C'est rare de voir Orange Cassidy tenter une stratégie comme ça. Mais non, Kip Sabian 3,5 sur 5, vraiment sympa, mais sans plus. Luchasaurus, oui, je terminerai avec SCU et puis le partenaire, l'adversaire mystère à la fin, bien sûr. Luchasaurus, 4 sur 5 aussi. Ouais, 4 sur 5. Luchasaurus, il est vraiment ouf ce mec, c'est dommage qu'il reste coincé dans la division de trio avec ses membres, avec Jungle Boy et comment il s'appelle, je n'ai plus le nom du petit, mais c'est dommage parce que les trois sont très bons, il n'y a aucun souci, mais justement ce serait bien qu'ils fassent un truc style New Day, c'est-à-dire que ok, ils restent en équipe, mais ils ont leur moment à eux, ils ont leur moment... Et là, clairement, Luchasaurus a été dominant dans ce match, aurait vraiment dû gagner pour moi, il aurait vraiment mérité de gagner. Et c'est vraiment dommage. Luchasaurus, il a tout pour gagner. Il a tout pour être main eventer.
Il a tout pour être un excellent champion. On lui laisse juste pas l'opportunité. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et on n'est pas obligé de les séparer avec ses partenaires du Jurassic Express. Voilà, je vais chercher le mot. On n'est pas obligé de les séparer avec ses partenaires du Jurassic Express. On peut totalement faire de Luchasaurus un champion du monde et, et les deux autres membres de Jurassic Express, même champion par équipe. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on a eu avec le New Day l'année dernière et ça a marché très bien. Avec Kofi Kingston qui était champion du monde et le New Day qui avait leurs petites affaires. Donc un peu déçu, mais je lui mets 4 sur 5 parce que le mec est incroyable. Le mec a été excellent, il a eu des spots géniaux. Donc Luchasaurus 4 sur 5, c'est dommage. Alors les deux membres d'SCU, Scorpio Sky et Frankie Kazarian, déjà j'ai adoré le fait qu'ils aient commencé le match. Alors tous les deux ont eu la même note pour moi, je leur ai mis 3,5 sur 5. Ils ont eu de très beaux spots, bah, déjà ils ont commencé le match, donc forcément ils ont un énorme avantage. J'ai beaucoup aimé le fait qu'au début ils allaient pour chercher les échelles et après ils font non, on va se mettre un peu sur la gueule quand même. Donc Kazarian et Scorpio Sky, j'en parlerai pas beaucoup plus parce que pour être tout à fait sincère, c'est surtout ce qui m'a marqué. J'ai beaucoup aimé le fait que Scorpio Sky, alors j'ai beaucoup aimé, c'est pas intelligent, mais j'ai beaucoup aimé d'un point de vue catch, dans le sens où voilà, c'est un truc qu'on voit jamais et ça fait plaisir. La règle du casino leur match, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit là pour gagner. Donc c'est pour ça que dès le début, les demandes de CU, avant de se vouloir se foutre un peu sur la gueule, ont quand même cherché à avoir une échelle donc pour chercher le jeton de casino. Mais voilà, ils ont d'abord essayé de se foutre sur la gueule. Et j'ai bien aimé le fait que Scorpio Sky, justement, dès qu'il voyait quelqu'un arriver, il était pas en mode je vais chercher l'échelle, il était en mode bon, je t'attends. En moins brut, mais c'était un peu ça. Donc bon. Et l'adversaire mystère, Brian Cage. Oui, du coup, c'est Brian Cage. Alors, c'est moyen de surprise dans le sens où, encore une fois, ça faisait longtemps qu'il était prêt pour commencer. Il a une petite blessure. Il s'est soigné en mars. C'était vraiment pas une surprise. Et très sincèrement, s'il le faisait pas débuter maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il pouvait le faire débuter. Donc Brian Cage, j'ai adoré son entrée quand il arrivait avec une échelle qu'il a pété en deux et ultra facilement, genre comme si c'était une feuille de papier, il l'a fait. Voilà. D'excellents spots avec Brian Cage. Alors ce mec est incroyable dans le sens où c'est vraiment une boule de muscles, genre un monstre Brian Cage, mais il est capable de te faire des trucs de voltigeur, il est capable de te faire des moonsaults, il peut te faire plein de trucs. Donc Brian Cage est un catcheur excellent. Je lui ai mis 4 sur 5 aussi, comme Orange Cassidy et Luchasaurus. Brian Cage vraiment excellent. Alors ils ont essayé de l'enterrer, bon après note ça n'a jamais marché. Essayer d'enterrer un catcheur dans mes souvenirs ça n'a jamais marché. Et en général le catcheur revient. D'ailleurs en général ça se que le catcheur va gagner le match. Pas toujours, mais c'est rarement une surprise que le catcheur gagne le match après qu'il soit fait enterrer. Mais bon, tout le monde a essayé d'enterrer Brian Cage. Très bon spot, il y a des très bons spots de Brian Cage, c'est Moonsault. Il a vraiment bien joué avec les échelles, franchement. Brian Cage, je l'ai beaucoup regardé à Impact Wrestling et à Lucha Underground. Et il est capable de te faire des spots de malade ce mec. Alors qu'encore une fois, il est imposant quoi. On dirait vraiment qu'il est tellement lourd qu'il est bloqué au sol. Et pas du tout, et ben pas du tout. Donc Brian Cage sans surprise gagne le Casino Ladder Match. Je serais pas surpris qu'il gagne le titre de champion du monde. Je serais pas surpris qu'il gagne le titre de champion du monde très sincèrement. Mais on n'y est pas encore. On verra plus tard si c'est un challenger. On sait pas quand est-ce qu'il aura sa chance. Est-ce que ça fera comme l'année dernière, c'est-à-dire que le vainqueur du gros match ira à All Out? On sait pas encore. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Donc Brian Cage challenger au titre AEW, je pense qu'il va être challenger très vite. Et je pense que Brian Cage a un bon avenir à la AEW. Ensuite, on a eu MJF contre Jungle Boy, justement, dont je parlais un petit peu juste avant, Jungle Boy. Donc MJF, bien sûr, avec Wardlow, aucune surprise. MJF, oh putain, MJF. J'adore ce mec. Sans déconner, MJF, c'est une perle. C'est une perle de heel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu dans le monde du catch un heel comme lui. C'est-à-dire que la WWE essaye de faire un top heel. Comme par exemple Baron Corbin, ils essayent de faire de King Corbin leur top heel. Mais ça ne marche pas. Parce que Baron Corbin est un bon catcheur. Il a de belles prises. Mais il a un personnage très moyen. Et un très mauvais booking. MJF, lui, il a un excellent catch. C'est un excellent catcheur du coup.
Il a des promos excellentes. Il a un très bon booking. Sa rivalité contre Cody Rhodes était incroyable. Donc MJF, franchement, c'est peut-être le meilleur heel, toute fédération confondue actuellement. MJF, c'est vraiment le dernier catcheur qu'on n'a pas de mal à avoir gagné. Jungle Boy est vraiment un catcheur excellent aussi, il a eu des spots géniaux. Par contre, j'ai mis 3 à ce match. C'est dommage. En fait, le match était très bon, mais la fin gâche tout. C'est-à-dire que on savait qu'MJF gagnerait. Tout le monde l'a deviné. Personne ne s'attendait à ce que Jungle Boy batte MJF. Mais terminer sur un petit paquet, c'était décevant. Surtout qu'encore une fois, MJF est le top heel de la fédération. On pouvait le faire gagner autrement. On pouvait totalement le faire gagner avec son Salt of the Earth, même en trichant. On pouvait le faire gagner avec la bague comme contre Cody à AEW Revolution. Là on le fait gagner sur un petit paquet, c'est triste. Donc j'ai mis 3 sur 5 à ce match parce que le match était pas mauvais, mais la fin gâche tout. Et une mauvaise fin peut gâcher un match en entier. J'ai pas de voix aujourd'hui. Donc j'avais pas plein sur ce match, très bon match, mais la fin a été triste. Et j'attends de voir la suite avec MJF, et je pense qu'MJF va chercher le titre TNT, dont nous allons parler tout de suite. Le championnat TNT. Cody accompagné de Arn Anderson contre Lance Archer accompagné de Jake Roberts avec Iron Mike Tyson qui était là pour offrir le titre au vainqueur. Ce match pour le coup par contre je lui ai mis un 3,5 sur 5, c'était vraiment un match, là pour le coup il était excellent ce match. J'ai adoré le fait que le match commence avec Lance Archer qui place tout de suite sa prise de finition sur Cody. Genre tout de suite, il a pas attendu, ça a imposé le personnage. Lance Archer est excellent. Ce mec franchement je le connaissais pas bien. Et depuis qu'il est arrivé à la WWE, mais incroyable. Il vend mal les coups mais volontairement, c'est-à-dire que c'est pas une critique, c'est un fait. C'est un fait, il vend volontairement mal les coups pour vraiment se montrer comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais plus de 2 mètres, je suis une baraque, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, Cody au début a mis énormément de temps à le mettre au sol. Lance Archer était là. Non mais t'es sérieux là? On a eu des spots excellents. Le match était vraiment incroyable. J'ai pas de grosses critiques. J'ai un peu de mal avec Iron Mike Tyson. J'ai rien contre la légende, mais ça va pas servir à grand chose. On voulait tous que Mike Tyson mette KO Arn Anderson et surtout Jack Roberts. Mais là, Arn Anderson ne servait à rien. Ah, il a fait une petite intervention à un moment, mais c'est tout. Jack Roberts a fait son Jack Roberts, mais en low cost, donc clairement c'était pas terrible. Et Mike Tyson, à un moment quand il a vu Jack Roberts arriver avec un serpent, enfin, avec un sac, on sait tout ce qu'il y a un serpent dedans, il est arrivé, il a fait « J'enlève mon t-shirt !» Et c'est tout. C'est tout. Mike Tyson, ils l'ont très mal utilisé. C'est dommage. Mais le match en lui-même était excellent. Cody qui avait besoin de 3 crossroads, dont 2 d'affilée pour mettre KO Lance Archer. Et ça m'étonne pas parce que Lance Archer est vraiment une machine. C'est vraiment... J'attends de voir dans des rivalités contre des mecs comme Chad Russ ou Brian Cage. Parce que là pour l'instant, Lance Archer, son adversaire le plus gros, ça a été Dustin Rhodes. C'est pas pour dire que Dustin Rhodes est gros, mais c'est pour dire que les autres étaient vraiment tout petits. Et voilà quoi, j'attends vraiment de voir Lance Archer affronter des mecs de son calibre. Parce que je pense que ça peut nous offrir d'excellents powerhouse match. Un match contre Wardlow ou contre Brian Cage serait excellent. Donc victoire de Cody, premier champion de TNT, c'est mérité parce que Cody nous a souvent montré qu'il voulait pas se mettre dans la course au titre juste parce qu'il est président. Parce qu'effectivement c'est un peu limite. C'est pour ça que le mettre dans la course au titre TNT c'était pas une mauvaise chose. J'aurais quand même préféré que Lance Archer gagne. J'avoue que Lance Archer m'a beaucoup plus impressionné que Cody. Cody n'a plus trop ses preuves à faire entre la WWE et la NJPW. Et puis maintenant du coup la WWE, Cody a largement fait ses preuves. J'ai encore moins un peu de mal avec le fait que Cody se mette quand même comme l'un des tops, si ce n'est le top babyface de la fédération. Je préférerais très sérieusement voir Cody.
C'est un peu ironique parce qu'on reprochait beaucoup à Vince McMahon à l'époque de se mettre en avant et de se faire gagner des titres ou des trucs comme ça. Je me souviens quand il a gagné le titre CW, on lui reprochait de se mettre trop en avant en tant que mauvais patron et tout. Mais je trouve que Cody fait la même chose en face. C'est-à-dire que Cody cherche vraiment à se mettre en avant comme le gentil patron, comme le gentil. Et c'est pas beaucoup mieux que Vince McMahon à ce niveau-là. Match suivant donc entre Chris Statlander et Penelope Ford. Penelope Ford qui remplace Dr. Britt Baker qui s'est blessé. Donc Dr. Britt Baker qui était pressenti pour gagner le match mais de façon écrasante. On était beaucoup à penser que le Docteur gagnerait. Du coup ça nous a fait un match, nous a totalement changé le match. Pour un match auquel j'ai mis 1,5. Je suis pas un grand fan de la division féminine de la WWE. Je trouve qu'ils ont encore beaucoup de mal. C'est vraiment le point faible de la fédération, sa division féminine. Chris Statlander est l'une des meilleures pour moi de la fédération féminine, mais vraiment pour moi, à partir du moment où elle a perdu contre Nyla Rose à Révolution, elle a perdu beaucoup de crédibilité. Et là, Dustin Rhodes contre Shawn Spears. Oh putain. Pourquoi vous avez mis ce match sans déconner? Ce match, c'est le dernier match, si je ne dis pas de conneries, qui a été rajouté à la carte. Et on aurait pu s'en passer. Ils auraient tellement pu en faire un segment autour de Shawn Spears qui Oui, parce que Dustin Rhodes s'est fait agresser par Lance Archer juste avant le match pour le titre TNT. Dustin Rhodes... Donc Shawn Spears du coup arrive, il est là, ouais, Dustin Rhodes est blessé, fait le décompte arbitre et me donne-moi la victoire quoi. Mais on sait tous que dans le catch, quand un catcheur, surtout un heel, dit vas-y fais le décompte, l'autre va arriver. Donc on a Brandi Rhodes qui débarque, qui fait sa Brandi Rhodes. Je suis pas un fan de Brandi Rhodes non plus d'ailleurs. T'as Dustin Rhodes qui arrive derrière et on a un comedy wrestling, mais même pour de la WWE qui avec Orange Cassidy gère le comedy wrestling, on a eu un comedy wrestling très bas de gamme. On a eu très sincèrement, j'ai l'impression que c'est Vince McMahon qui a écrit les lignes de ce match. Alors pour ceux qui savent pas trop on a l'impression que Vince McMahon a écrit ce match, c'est vraiment parce que à la WWE on a eu une période, et on l'a encore un peu d'ailleurs, mais surtout avant, où on avait un humour pipi caca qui était vraiment mis en avant, des blagues de proue, des blagues sur les gros, des blagues dans le caca, des blagues... Voilà, et en fait dire c'est Vince McMahon qui a écrit ce match, ça veut dire que le match c'était cet humour là. Et vraiment c'était décevant parce que Shawn Spears quand il arrivait à la WWE, on l'a vraiment présenté comme un des mecs à abattre, c'était vraiment un des main eventers arrivés. J'ai pas perdu espoir en Shawn Spears, mais ce match contre Dustin Rhodes c'était fait pour que, selon moi il était fait pour que Shawn Spears soit remis en avant, et là clairement ils l'ont humilié. Il a passé le match le cul à l'air. Super. C'était nul. Shawn Spears a beaucoup de mal à avoir un statut à la WWE. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il était plus respecté en tant que Teddy Danger à la WWE, c'est pour dire. Victoire de Dustin Rhodes, mais... Match suivant, match sans disqualification et sans décompte extérieur pour le championnat féminin de la WWE entre Hikaru Shida et Nyla Rose, la championne. J'en avais marre de Nyla Rose. Quand elle a gagné le titre, c'était génial. Depuis, c'est nul. Franchement, c'est totalement ce type de champion qu'on veut voir gagner le titre et après on veut qu'il perde. Et Nyla Rose, son règne était vraiment pas terrible. Encore une fois, la WWE gère mal sa division féminine. Mais là, avec la victoire d'Hikaru Shida, ils ont peut-être quelque chose. Hikaru Shida est excellente. Le match entre Hikaru Shida et Nyla Rose était très bon. J'ai pas de vraies critiques à faire sur ce match. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Ce qui correspond à un très très bon match. On a eu vraiment le côté sans disqualification mis en avant. Nyla Rose, même si encore une fois j'ai beaucoup aimé avec Nyla Rose, elle a vraiment montré son côté championne. Vraiment, on sentait que c'était elle la championne. Hikaru Shida, c'était vraiment la challengeuse qui doit récupérer le titre. Et vraiment, Hikaru Shida, c'était la catcheuse qui devait remporter le titre. Et c'était excellent. J'ai adoré la victoire d'Hikaru Shida. J'ai pas de spot ultra mémorable, même si les coups de genoux d'Hikaru Shida sont géniaux. La prise de finition d'Hikaru Shida, ses coups de genoux sont vraiment crédibles. Elle est vraiment dans le style strong style à la Shinsuke Nakamura. Et vraiment, c'était mérité. Il n'y a pas de souci au niveau de la victoire d'Hikaru Shida. Donc 3,5 sur 5. Très très bon match et j'attends de voir la suite autour de cette histoire.
J'attends de voir qui va décrocher le titre féminin de la AEW des mains de Karushina, mais j'espère qu'elle aura un bon règne. Le match suivant pour le titre AEW, Jon Moxley contre Mr. Brody Lee. Alors, très déçu par ce match. Parce que Jon Moxley, c'est mon catcheur préféré de la AEW. Mais, je voulais voir Monsieur Brody Lee gagner. Parce que le scénario aille dans son sens. Brody Lee arrive, il domine. Il a tout de suite un match de championnat. C'est dommage que Mr. Brody Lee n'ait pas gagné le match. Et je suis assez déçu rien que par ce résultat. Le match a un 3 sur 5 parce qu'il était très bon. Le match était excellent. Mais vraiment, c'est comme MJF contre Jungle Boy. Le final gâche tout. Alors, le final n'était pas mauvais, mais juste le fait que Brody Lee n'ait pas gagné, ça fait bien baisser la note. Si Brody Lee avait gagné, le match aurait été au moins à 4 sur 5, je pense. Mais là, on a vraiment un match... Ouais, on a 3 sur 5. 3 sur 5. Alors, je ne crache pas sur la victoire de Jon Moxley. Je crache sur la défaite de Brody Lee. Parce que là, Mr. Brody Lee, leader du Dark Order, ça a vraiment le décrédibilisé, le fait qu'il ait perdu. Après, il a pas perdu n'importe comment. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se prennent des Paradigm Shift, un Paradigm Shift qui fait transpercer le sol de la AEW, un Paradigm Shift soulevé, donc ceux qui normalement donnent toujours la victoire à Jon Moxley. Et là ça suit pas, et Jon Moxley qui est obligé d'y aller en clé de cou, on va dire, donc en étranglement. Donc en prise de sommeil pour le battre, et vraiment ça prouve la crédibilité de Brody Lee. Donc je pense pas que Brody Lee est enterré, mais vraiment c'est dommage. Brody Lee avait tout pour gagner le titre. Et pour finir, on va parler du Stadium Stomping match entre The Elite, composé d'Adam Page, Kenny Omega, les Young Bucks, en équipe avec Matt Hardy, Broken Matt Hardy, contre l'Inner Circle, composé de Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Hager et Proud and Powerful, Ortiz et Santana. Alors, c'est un match, c'était un ciné-match, comme on dit. Et pour ce match-là, par contre, je vais aller un peu plus dans les détails que pour les autres. Alors, je vais quand même le dire tout de suite. De tous les ciné-matchs, c'est loin d'être mon préféré. Donc, je sais, je râle encore, mais disons que là en plus on est dans une ère où on a eu beaucoup de ciné-matchs. Et celui-là, je l'ai trouvé un petit peu en retrait. J'ai trouvé que vraiment c'était l'un des moins bons que j'ai vu. Alors, le match est excellent, mais en fait, le truc c'est que le match a un peu trop pour moi joué sur les deux tableaux en même temps. C'est-à-dire le côté catch, le côté ciné-match, comme on dit. On appelle ça un ciné-match. C'est-à-dire que par exemple, le Boneyard match avec l'Undertaker et Jay Styles, c'était beaucoup plus un match cinématique. Et c'était plus proche d'une bagarre que d'un match, donc c'était très cool. Le Firefly Funhouse match, c'était complètement un ciné-match de A à Z. Et à l'époque, il y a 4 ans, quand on était encore à Impact Wrestling avec le Broken Universe, là pour le coup on avait vraiment des matchs où on avait un peu de catch, mais très peu. Bon, après par exemple de la Great War où il y avait beaucoup de catch, mais c'était il y avait la partie catch, scénario partie cinéma, puis retour au catch. Et il y avait quelques prises à chaque fois, mais pas tant que ça. Et là pour le coup j'ai trouvé que à la WWE ils ont voulu trop mettre l'accent sur le fait de vouloir faire les deux en même temps, ce qui fait que le côté cinématch est un peu parti à la trappe, et c'est quand même un cinématch. Donc c'est un peu... Alors le match a quand même une bonne note, hein. Je lui mettrais... évidemment je lui mettrais un 3,5 sur 20, un 3,5 sur 20, n'importe quoi. 3,5 sur 5. Mais concrètement, ouais, je peux pas trop mettre plus. Alors, pour ce qui est des faits marquants, donc le match commence avec l'Inner Circle qui rentre normal. J'ai beaucoup aimé leur entrée, les entrées des catcheurs d'ailleurs. Mais quand l'Elite rentre, il manque Hangman Page. On ne sait pas pourquoi. Hangman Page manque à l'appel. Puis vers le début du match, on a Hangman Page qui arrive sur un cheval et qui poursuit Sammy Guevara sur le cheval. Alors outre le fait que Sammy Guevara est plus rapide qu'un cheval, c'était quand même très drôle, donc ça pour le coup j'ai beaucoup aimé ce moment. On a eu une belle confrontation parce qu'ils ont mis un ring dans le stade qui n'a pas tant été explosé que ça au final. Mais on a eu droit à quelques spots sur ce ring, notamment entre les Young Bucks et Proud and Powerful. Et comment dire... le match était vraiment... Comment dire, le match, entre guillemets, ce moment-là qui était un peu match, était vraiment très sympa. J'aimerais bien voir plus... j'aimerais avoir une vraie rivalité entre les Young Bucks et Proud and Powerful, qui vraiment nous offre de super beaux échanges. Et ouais, j'aimerais bien revoir
J'aimerais bien revoir plus de matchs entre les deux équipes. Les Young Bucks qui ont fait des meilleurs spots des matchs. Très sincèrement, du côté match pur, les Young Bucks ça a été vraiment les stars du match pour moi. Ils ont fait des très beaux spots, notamment il y a eu un moment, un espèce de poteau sur lequel alors je crois que c'est Matt Jackson qui c'est pas vraiment un poteau mais on va appeler ça, enfin c'est une sorte de poteau sur le côté, Matt Jackson portera un moonsault, mais sans déconner c'est peut-être l'un des plus beaux moonsaults que j'ai vu de ma vie. C'était ultra propre. On a eu Kenny Omega et Matt Hardy qui ont reformé l'alliance qu'ils avaient fait il y a quelques semaines lorsqu'ils avaient perdu contre Chris Jericho et Sammy Guevara, surtout pour affronter Ortiz Santana dans les gradins. On a Hangman Page qui continue sa balade à cheval dans les couloirs du stade alors que Sammy Guevara bien plus tôt a réussi à revenir et à échapper à Hangman Page. Ça pour le coup c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé Hangman Page en ce match. Il a été très en retrait mais lui pour le coup ça a été la star du côté cinématch pour moi. On a Matt Hardy qui se bat un moment avec Ortiz et Santana dans une piscine. Il tente de le noyer et ça fait un côté Lake of Reincarnation, un truc du Broken Universe où Matt Hardy quand il est plongé dans cette eau, où un autre personnage revient en une autre personnalité du personnage, une précédente personnalité. Par exemple quand on était à Impact, on avait dans une cinématique que j'adore, on avait Brother Nero, donc Jeff Hardy dans le Broken Universe qui se fait plonger dans le Lake of Reincarnation et qui revient d'abord sous sa personnalité qu'il avait en Immortal, dans Immortal, sa personnalité où il était vraiment en mode je suis au top, il était quasiment toujours avec une cravate. Quand on a eu d'autres moments comme ça, par exemple je me souviens quand ils avaient fait Total Non-Stop Deletion, on avait eu un moment Shane Helms qui avait été plongé dans le Lake of Reincarnation et qui était revenu en Hurricane Helms. Là Matt Hardy a un peu joué là-dessus et est revenu en Matt Hardy version 1. Et c'était plutôt cool. Et après il est revenu en Damascus, donc Damascus c'est le nouveau nom qui se donne c'est le nom de l'entité qui se trouve dans le corps du vaisseau Matt Hardy. Du vassal ou du vaisseau, je sais plus comment on dit. Ah oui, Matt Hardy qui se débarrasse de Proud and Powerful en attachant Santana à une chaise roulante avec du ruban adhésif et il envoie Ortiz dans une machine à glaçons. C'était rigolo, mais c'est clairement pas le moment le plus important du match. C'était marquant par contre, mais c'était pas le plus important. Ah oui, peut-être mon moment préféré du match, j'ai beaucoup aimé Hangman Page qui est au bar. Hangman Page qu'on avait marre à un moment de chercher Sammy Guevara, donc il allait au bar. Alors j'ai pas compris si c'était volontaire en mode oh putain j'en ai marre j'y vais, ou si c'était vraiment en mode il cherche et il va dans le bar par accident. Donc il se met à boire et là on a Jack Hager qui commence à arriver et Jack Hager le rejoint et franchement j'ai eu un peu d'espoir qui n'est malheureusement pas arrivé. J'aurais bien aimé que en fait les deux arrêtent le match comme ça. Alors Hangman Page n'avait fait aucune prise depuis le début du match donc ça aurait été un peu triste, mais je trouvais que ça faisait vraiment cinématch avec Jack Hager et Hangman Page, deux ennemis en plus qui terminent au bar. Bon du coup ils se foutent un peu sur la gueule. Et ça finit par Page rejoint par Omega, donc les deux champions par équipe, qui se mettent à éclater plein de bouteilles sur la tête de Jack Hager. Puis on a le V-Trigger d'Omega pour mettre KO Jack Hager. Puis ils ont enchaîné avec le Buckshot Lariat, la prise de finition de Hangman Page. Et j'ai beaucoup aimé comment ils l'ont fait parce que normalement le Buckshot Lariat il a besoin d'avoir les cordes pour le faire. Et là, Omega s'est mis en mode saute mouton entre guillemets, c'est-à-dire en mode vas-y fais-moi saute mouton. Et Hangman Page a fait sa Buckshot Lariat grâce à Kenny Omega. J'ai trouvé ça super cool. Alors de retour, on n'avait pas vu beaucoup Chris Jericho dans ce match, mais franchement, c'est vraiment une perle Chris Jericho. Sans déconner, il nous a fait. C'est incroyable qu'un mec comme lui, un mec qui a plus de 20 ans d'expérience, il a même maintenant je crois 30 ans d'expérience, Chris Jericho. Ouais, il a à peu près 30 ans d'expérience, il a un petit peu plus. Chris Jericho il arrive à encore faire des trucs mais de taré. Et je parle pas que d'un point de vue catch pur, mais dans ses promos, dans son attitude sur le ring et tout, il arrive encore à nous sortir des trucs géniaux. Et il m'a fait mourir de rire quand il a mis son cône sur la tête et qu'il s'est mis à faire je sais plus quoi, un truc comme ça. On a eu ensuite du coup pas mal d'échanges. On avait
On a une petite référence d'ailleurs à Sammy Guevara qui à un moment s'est tenu le coup. Et Sammy Guevara sur sa chaîne YouTube a fait une vidéo où il a mis accent sur le fait qu'il s'était fait blesser par interdit, qu'il voulait se venger. Il y a un moment où il se fait réveiller par l'arrosage automatique, c'est trop con mais j'adore. Et on a le retour de Omega et Matt Hardy dans la voiture de golf qui poursuivent Guevara. Un petit écho à ce qui s'est passé à Dynamite, quand justement il y avait le match entre Guevara et Jericho contre Hardy et Omega. Guevara commence à, dans les gradins, étrangler Matt Hardy, mais Neo One, donc un nouveau One Guard One, puisque le premier a été détruit par Chris Jericho et Inner Circle. Neo One qui débarque pour distraire Guevara. Et le match se termine par Kenny Omega qui porte son One Wing Angel du haut de la plateforme sur Guevara. Franchement, même si c'était du ciné-match, le spot était vraiment cool. Ça pour le coup, c'était le spot. Alors, j'ai dit beaucoup de bien du match alors que je lui mets un 3,5 dans le sens où le match était vraiment bon, mais encore une fois, par rapport au ciné-match qu'on a eu précédemment à la WWE pour le coup, et même à Impact il y a quelques années, celui-là fait un peu tâche, je trouve. Disons que le match était excellent, mais pour du ciné-match, il était moins bon. Et c'est ce que je vous expliquais dans le premier match pour le Casino Ladder match, c'est-à-dire qu'en fait, je ne note pas un match par rapport à un match, je note un match par rapport à son type de match habituel. Et là, pour un ciné-match, c'était très bon, c'était du très bon ciné-match, mais c'était pas le meilleur ciné-match, et c'est même loin de là. Donc, pour ce qui est de la note du match, alors, le match en lui-même, du coup, je vous ai dit, je mets 3,5. Et pour chaque compétiteur, alors, Hangman Page, je lui mettrai, comme j'ai dit, je lui mets un 3. Donc je peux pas lui mettre plus dans le sens où il a pas été beaucoup là, mais il a fait de très bons spots et il a été, niveau cinématch, Hangman Page, il m'a éclaté. C'était vraiment génial. Je vais les faire dans un ordre un peu aléatoire, je vous préviens d'avance. Jack Hager, donc parce que je le mets un peu dans la même catégorie, il mérite un 3 aussi, je dirais. Il a fait un peu plus de spots, mais il a été moins drôle que Hangman, donc les deux sont à peu près équivalents. Ensuite, les Young Bucks ont été géniaux, franchement, excellents Young Bucks. Bah, de toute façon, comme d'habitude. Donc, les Young Bucks, eux, ils méritent un 3,5. Ouais, un 3,5 les Young Bucks. Ouais, c'est ça, un 3,5 les Young Bucks. Santana et Ortiz, ils ont eu des bons spots, mais ils ont été en retrait. Pour moi, ça n'a pas été les stars du match. Et je vais pas mentir, c'est un peu le cas comme d'habitude avec l'Inner Circle, c'est-à-dire que Santana et Ortiz qui sont vraiment mis. Ils sont vraiment mis de côté quoi quand ils sont dans l'Inner Circle, donc eux, je leur ai mis un 2,5. Non, allez, un 3 sur 5, mais c'est pas le même 3 que Jack Hager ou Hangman Page. C'est-à-dire que Santana et Ortiz ont fait plein de trucs, mais ils ont plus servi de support pour le reste. Ils ont pas eu de moments à eux, pour moi. À part leur échange contre les Young Bucks, mais c'était pas le truc, c'était pas assez important dans le match pour moi. Disons qu'ils ont eu un bon échange. Pour moi, tous les catcheurs ont été très bons dans ce match, hein. Je le dis, même si je suis un peu dur avec Santana et Ortiz, voilà. Sammy Guevara, on va même supporter, on fait pas d'ordre. Sammy Guevara, putain, il m'a fait tellement peur avec le spot du One Wing Angel. Sammy Guevara, j'ai quand même très peur pour sa carrière parce que, ok, il fait des trucs incroyables, mais il est jeune et j'ai peur qu'en fait, plus ça va, moins il arrive à faire de spots comme ça. Et j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, il se blesse trop sérieusement. Donc, bon. J'aime beaucoup Guevara, mais j'ai un peu peur pour sa carrière. Donc Sammy Guevara, lui pour le coup, un 3,5. Ouais, un 3,5. Sammy Guevara, c'est un 3,5 sur 5. Comme les Young Bucks. Matt Hardy, excellent. De toute façon, c'est un peu le chef de son univers. Et lui, pour le coup, il a vraiment bien géré le côté cinématch. Donc Matt Hardy, je lui mettrais 3,5 sans problème. C'est, ouais, 3,5. Notez que 3,5 c'est une très bonne note quand même. Quand je mets 3,5, ça fait un 7 sur 10, donc ça fait, ouais, un 7 sur 10 qui est quand même une très bonne note. Donc je mets 3,5 à notre ami Broken Matt Hardy. Rien à dire. Chris Jericho, c'est une perle. Une perle, Chris Jericho. Chris Jericho, il a été en retrait dans ce match, mais d'un autre côté, je trouve que c'était une bonne chose. Au moins, ça a permis de mettre un peu en avant d'autres catcheurs qui, pour moi, méritaient plus. Parce que Jericho, c'est le premier champion de la AEW. C'est une carrière, comme je l'ai dit, de 30 ans, avec quasiment que des hauts dans sa carrière. Voilà, Jericho, bon, c'est pas un souci. Il a 3,5, mais 3,5 pour ce qu'il a fait, c'est à la fois mérité, c'est en même temps pour dire à quel point le mec est incroyable, quoi. 3,5 pour ce qu'il a fait,
Et Kenny Omega, alors Kenny Omega, je lui mets une petite mention parce que bah, c'est lui qui a gagné le match, donc rien que pour ça, je peux pas lui mettre une mauvaise note. Il a fait partie de beaucoup de spots incroyables. Kenny Omega, ça n'a pas été la star du match, mais ça a été le support du match. Pour parler JoJo's Bizarre Adventure, ça a été le Buccelotti du match, Kenny Omega. C'est-à-dire que c'est pas le héros, mais c'est pratiquement la même. Mais voilà. Donc Kenny Omega, lui, je vais lui mettre un 4. Kenny Omega, juste, j'aurais mis 3,5, mais rien que pour le fait que c'est lui qui a porté le tombé final et qu'il a été dans tellement de bons spots avec Hangman Page, avec Matt Hardy, avec les Young Bucks. Il a été blindé dans beaucoup de bons spots. Kenny Omega, il mérite un 4. Kenny Omega, c'est vraiment la star du match. Donc voilà, ça c'était ma revue du pay-per-view. Alors le pay-per-view, pour ce qui est de sa note, je lui mettrai un 6,5 sur 10. Pas plus parce que justement je trouve que c'est l'un des moins bons pay-per-view de la AEW. Alors c'est un des moins bons et il a quand même 6,5 hein, donc c'est pour dire à quel point la AEW ils gèrent généralement. Mais c'est que c'est un pay-per-view en fait que j'attendais énormément, j'avais énormément de hype. J'ai largement préféré Revolution, très sincèrement, j'ai largement préféré Revolution. J'ai quand même préféré Double or Nothing 2020 à l'édition 2019 où clairement bah, on sentait qu'ils cherchaient. C'était clairement le meilleur pay-per-view également, c'était également un meilleur pay-per-view que Fighter Fest. Mais je crois que c'est vraiment les deux seuls pay-per-view pour lesquels il est meilleur. Après, le pay-per-view était très bon. En fait, ce qui me gêne dans ce pay-per-view, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs où ils auraient pu créer quelque chose et où ils l'ont pas vraiment fait. Bon, donner la victoire à l'Elite, c'est pas un souci, mais par exemple, je pense au match Lance Archer contre Cody Rhodes du coup maintenant. Ça aurait été largement mieux de faire gagner Lance Archer pour moi. Brody Lee, c'est pareil, il aurait fallu faire gagner Brody Lee. Et pourtant, Jon Moxley est mon catcheur préféré, mais pour le scénario, c'était mieux que Brody Lee gagne. Voilà, disons que c'est un très bon pay-per-view, mais ils ont raté beaucoup d'occasions de faire quelque chose de particulier. Donc, ouais, en fait, un pay-per-view, ils se sont pour moi pas tant mouillés que ça, à part pour le. J'allais dire à part pour le match, pour le main event, mais et encore, comme je vous l'ai dit, même pour un ciné match, c'était pas le meilleur. Donc, encore une fois, je dirais que c'était clairement un pay-per-view qui est à 6,5 sur 10. Je peux pas lui mettre plus par rapport aux autres pay-per-view à la W qui étaient presque tous bien meilleurs. En un an, on a eu aucun mauvais pay-per-view de la W, Fighter Fest étant très moyen à la limite, et le premier AEW Double or Nothing était, on sentait qu'il cherchait, donc ça c'était deux pay-per-view, voilà, mais c'était les deux premiers, donc c'est pas trop un problème. Mais voilà, depuis, on n'a pas eu de pay-per-view moins bon que Double or Nothing 2020, et Double or Nothing 2020 était excellent. Encore une fois, je ne dis pas que le pay-per-view était mauvais, je dis que les autres étaient bien mieux. Voilà, c'était ma petite review de Double or Nothing, alors j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de futures vidéos, alors ce sera un peu toujours dans ce style-là, c'est-à-dire des vidéos qui sont pas ultra construites. Mais après, peut-être que je ferai des vidéos un peu plus sérieuses, un peu plus construites. On verra. Sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde!